en fait, on a une relation à l'employeur qui n'est pas seulement donc sous l'angle de titulaire, mais bien aussi sous l'angle de contractuel. Alors, soit des CDD, soit des gens qui vont s'inscrire aussi dans un contrat de longue durée. Le chiffre aujourd'hui dans la FPH en Bretagne, c'est 24%, donc près d'un quart, et c'était 20% en 2015. Donc, 4 points sur quelques années, c'est important. Et donc, sur les aides-soignants et les infirmiers, on est à 20% aussi. Donc, ça veut dire que cette situation de contractuel, c'est une situation de plus en plus importante dans la fonction publique hospitalière. Alors, quand on regarde donc sur l'ensemble des secteurs, cette question de rupture des contrats, on voit qu'elle est très élevée la première année. C'est une étude qui a été faite par la DARES, donc une étude ministérielle qui est tout à fait solide. Le risque de rupture, il est de 36% la première année. Plus d'un tiers en fait, des personnes qui ont été recrutées vont, pour un certain nombre de raisons, quitter leur employeur. Quand on regarde plus spécifiquement, on a 2 grands motifs. La question de la démission, donc où on est à 16%, et la fin de période d'essai à presque 13%. Ça veut dire en fait que dans tous les cas, on peut avoir soit une personne qui finalement ne va pas retrouver un poste qui était celui qu'il imaginait, qui peut-être aussi a eu des difficultés dans son intégration, et puis de l'autre côté, un employeur aussi pour lequel soit le recrutement finalement n'a pas donné satisfaction, soit effectivement les difficultés de cette période donc ont donné lieu à une fin de période d'essai. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est sur la première année et on n'est même plus sur les 3 premiers mois. Ce risque-là, il est le plus élevé sur les 3 premiers mois. Donc, on voit bien en fait que c'est vraiment cette question d'intégration, une période qui est à risque. Alors, c'est encore plus vrai chez les jeunes, puisque si on compare ces taux-là globaux à ceux des jeunes, on va avoir près de 40% des jeunes qui vont démissionner dans la première année et une part aussi beaucoup plus importante de fin de période d'essai. Donc, on a évoqué aussi la dernière fois des comportements qui peuvent être un peu différents des jeunes générations. Ça se traduit très nettement sur ces fins de période d'essai. Si on essaie de regarder le lien de manière très factuelle avec la question de l'intégration, alors là, c'est une autre enquête qui a été faite auprès des cadres. On voit qu'on a 33% des cadres qui déclarent avoir démissionné pour une mauvaise intégration. Et d'une autre manière aussi, dans ceux qui démissionnent, on en a 65% qui vont démissionner dans les 6 mois suivant leur arrivée. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on a des éléments pour dire que cette période, c'est une période sensible, c'est une période qu'il faut réussir et que réussir le recrutement, c'est aussi réussir derrière l'intégration. Alors, cette prise de conscience, elle est de plus en plus marquée, je pense, chez vous et de manière générale de la part des services ressources humaines. Là aussi, on est sur des données qui sont tous secteurs confondus. On a 3/4 en fait, des ressources humaines qui considèrent que l'intégration, c'est plus prioritaire pour eux en termes d'actions, de choses à améliorer que le recrutement et le management. Donc, on voit aussi que assez vite, puisque on aurait fait cette enquête il y a quelques années, on aurait plutôt eu le recrutement. On voit que cette question de l'intégration, elle devient déterminante parce que finalement, recruter, c'est un investissement important et que si derrière, en fait, on ne réussit pas l'intégration, quelque part, on a un peu raté son recrutement. Vous voyez que ce taux-là, il a monté de plus de 11 points en un an. Donc, on voit vraiment que c'est une préoccupation qui est de plus en plus importante. Face à ça, et toujours tout secteur confondu, on a une problématique, c'est qu'on a des processus d'intégration qui ne sont pas toujours formalisés ou s'ils le sont, ils sont partiellement mis en œuvre. Alors, on a l'exemple là sur les cadres où on a un cadre sur 2 qui, dans cette enquête, nous a dit qu'il n'avait pas réalisé de parcours d'intégration. Vous voyez que cette question d'intégration-là, elle pose question en fait, dans de nombreux secteurs. Ce qu'on voit aussi, et on va y revenir plus en détail pour la fonction publique hospitalière, c'est que les parcours d'intégration sont assez classiques. Vous voyez, 69% une visite des locaux, 56% une présentation de l'entreprise par un membre de la direction, 55% la présentation du poste, le côté aussi plus sympathique, plus convivial, le petit déjeuner ou le déjeuner d'accueil. Donc, on va retrouver des choses, notamment la visite ou la présentation du poste qu'on va retrouver aussi à l'hôpital. Je voulais vous donner un peu ces éléments-là parce que ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont être très spécifiques à votre secteur et puis il y a des choses aussi sur lesquelles on va pouvoir aller chercher des idées un petit peu dans d'autres secteurs d'activité.
je regarde rapidement les questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'ores et déjà des réactions par rapport à ce volet. Alors, on va rentrer plus en détail hein, sur ce qu'on a appelé à la fois le diagnostic et les bonnes pratiques régionales. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, donc l'étude, elle concernait uniquement les aides-soignants et les infirmiers. Bien évidemment, il y a des choses qui vont être applicables plus largement à la question de l'intégration, mais on avait convenu avec l'ANEFAGE qu'on vraiment se centrait plus spécifiquement sur ces deux métiers. Je vais juste vous redonner un petit peu en détail hein, et pour vous expliquer aussi la manière dont on formule les résultats. Donc, pour faire cette étude, on a fait 17 entretiens de 45 minutes à 1 heure. Donc, des entretiens, on a le temps d'approfondir les sujets, à la fois avec des représentants institutionnels, hein, le conseil régional, l'ARS ou une école, et puis ensuite, à la fois dans le sanitaire et dans le médico-social, avec des directeurs d'établissement, des DRH, des directeurs de soins aussi, et des agents embauchés depuis moins de 6 mois. C'était intéressant aussi d'avoir leur retour par rapport à la manière dont ils avaient vécu leur intégration, et puis dans certains cas, de voir peut-être des différences entre ce qu'ils pouvaient percevoir et ce que nous avaient renvoyé plutôt les directions d'établissement. Alors, on va passer rapidement, c'était juste pour vous resituer. Ce qu'on a vu de manière générale dans l'étude, c'est effectivement une problématique de recrutement qui est plutôt, j'allais dire structurelle, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas qui paraît assez installée sur le métier d'aide-soignant, puisqu'on a une question d'attractivité du métier. Et pour les infirmiers, l'impression qu'on est sur quelque chose de plus conjoncturel avec la crise sanitaire qui joue à la fois sur le recrutement, mais aussi sur le fait qu'on a un certain nombre de départs ou aussi d'absentéisme de la part des infirmiers qui génèrent en fait des tensions sur le marché. La question en fait globale, ça a été de se dire que tout ça avait finalement repositionné le rapport de force plutôt en faveur des professionnels, et que du coup, on est sur des professionnels qui vont plus hésiter à faire part de leurs exigences, à peut-être refuser une offre parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils souhaitaient, ou à quitter l'établissement assez vite si le poste ne leur convient pas, ou si finalement peut-être ils ont une offre plus intéressante ailleurs. Donc, trois leviers donc qui correspondent aux trois thèmes de webinaire. Et donc, après avoir travaillé sur le volet plutôt promotion et attractivité, l'idée, c'était de présenter en fait les constats sur l'intégration des professionnels. Alors, premier constat, et je pense que Loïc Perron l'évoquera aussi, une intégration qui va commencer en amont de l'arrivée dans l'établissement. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les éléments qu'on a évoqués, hein, sur la manière dont peuvent se passer les entretiens de recrutement et l'importance aussi qu'il y ait un maximum d'informations qui aient été communiquées, qu'elles soient aussi en cohérence avec ce que la personne va avoir en arrivant sur le site. Là, c'était pour mettre en avant une initiative qui avait été particulièrement appréciée des professionnels, qui est en fait l'idée de rendez-vous qui soit en amont de l'arrivée de l'agent. Ce que nous ont dit en fait plusieurs agents, c'est que le fait d'avoir des éléments en amont permettait à la fois de ne pas se retrouver en terrain totalement inconnu le premier jour, et puis le sentiment de commencer à faire partie de l'équipe avant même d'avoir pris ses fonctions. Donc là, les établissements peuvent avoir des pratiques différentes, mais ce qu'on va retrouver, c'est pouvoir expliquer d'ores et déjà le fonctionnement de l'établissement, des choses très pratiques, hein, montrer l'emplacement de son casier, savoir où on va récupérer sa tenue. Donc, on a beaucoup de choses très pratiques, mais qui vont être plutôt sécurisantes en fait, pour la personne. Et puis, c'est aussi commencer à lui donner des informations sur la manière dont elle va être accompagnée le jour de son arrivée, donc savoir quelle personne va l'accompagner, lui dire aussi comment elle va être formée sur sa prise de poste. Est-ce qu'il y aura par exemple un tutorat? On y reviendra. Donc, on a vraiment le côté rassurant. Vous avez donc quelques extraits de ce qui a été dit par des professionnels. Une infirmière qui nous dit « Ce qui a facilité mon intégration, c'est que je savais que j'avais une semaine de formation à mon arrivée. Je savais que je serais doublée une semaine entière. » Donc, c'est important en fait, pour eux de savoir d'ores et déjà comment ça va se passer, de ne pas le découvrir en fait, en arrivant le premier jour. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est le fait qu'on a assez souvent des procédures d'accueil
ont été formalisés, hein, c'est ce que nous disent les directions, donc à la fois avec des journées d'intégration qui sont planifiées, avec du tutorat, avec des livrets d'accueil. Donc on a un ensemble de choses qui sont prévues, mais qui vont être très vite conditionnées par le fait que les équipes soient disponibles ou non. On va y revenir plusieurs fois. On a eu beaucoup d'expressions sur le fait que finalement, avant, les cadres aussi, les infirmiers ou les aides-soignants plus seniors avaient ce temps-là et que de moins en moins ce temps-là était de moins en moins disponible. Là, on a un cadre de santé qui nous dit nous sommes très mauvais sur l'intégration. Quand je suis arrivée, on avait encore le temps d'accueillir. On prenait une journée ou deux d'intégration des agents. Aujourd'hui, on n'a plus le temps parce que les effectifs sont sous pression à cause de cette pénurie. Dès le premier jour, il faut qu'ils soient opérationnels. Du coup, l'intégration n'est plus faite et ils apprennent à se servir des outils informatiques sur le tas avec des collègues et ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, on voit bien à la fois les difficultés organisationnelles et en même temps le fait que cette problématique-là, au final, va effectivement faire perdre du temps aussi à d'autres professionnels qui vont être obligés de répondre un peu au cas par cas. Alors, sur cette question de temps de découverte qui va être réduit au minimum, hein, on a eu beaucoup d'expressions là-dessus. Une découverte du poste qui va devoir être effectuée un peu sur le tas, avec une recrue qui doit s'auto-former. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est la question des logiciels, la difficulté de finalement pas être formé au logiciel et de devoir le prendre en main. Des prises de poste qui vont être non formelles, non structurées, à une certaine guidance, mais pas avec des choses structurées. Dans le secteur médico-social, on a eu moins d'expressions de ce type, moins le sentiment que des agents étaient livrés à eux-mêmes. En même temps, voilà, on n'est pas sur quelque chose de statistique. Donc, on a un sentiment général qui se dégage, qui est le sentiment que, comme le dit ce responsable RH, qu'on pourrait faire mieux dans l'établissement au niveau du parcours et en transmission d'informations à l'arrivée. Donc, il y a à la fois des questions de compétences, de découverte de tâches et aussi de transmission d'informations. On a un autre cadre de santé qui nous dit aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas du tout structuré, opérationnel. Honnêtement, on est en difficulté. On a des postes non pourvus, c'est lié à la crise sanitaire aussi. Donc, on voit vraiment le lien aussi avec la situation. Ou bien des choses qui ne sont pas faites, qui ne sont pas prévues. Hein. Un responsable RH qui nous dit oui, on a du tutorat pour les étudiants, mais pour les nouveaux arrivés, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On voit qu'on a un double enjeu en fait, sur ces procédures d'intégration. Alors, dans les différentes initiatives qui ont été mises en avant, on va retrouver des choses qu'on a vues aussi dans d'autres secteurs d'activité. Donc, dans le sanitaire, puisqu'en fait, on va être sur des établissements un peu plus grands, on va être sur une journée d'intégration ou deux à l'année, avec le fait de l'intérêt aussi de rassembler l'ensemble des corps de métier. On a entendu aussi dans l'expression des personnes interviewées le fait que c'était important pour la cohésion d'équipe. La personne qui va arriver, elle n'est pas juste être soignante ou infirmière, elle est dans une équipe et c'est quelque chose qui va participer aussi à ce sentiment d'équipe et d'appartenance à l'établissement. Donc, on va retrouver dans ces journées de pouvoir présenter l'établissement avec des outils de type petit film de présentation, souvent un échange aussi avec la direction. On peut avoir quelque chose d'un peu convivial aussi, un petit pot avec les nouvelles personnes, une visite de l'établissement ou des établissements. On a aussi des éléments qui vont être liés à tout l'aspect plus statutaire de la fonction publique hospitalière. Donc, un des cadres nous dit, voilà, on présente un peu les droits et devoirs des agents dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Et puis, cet élément-là de créer du lien, de pouvoir faire se rencontrer les personnes, donc savoir finalement qui fait quoi, quels sont les collègues. Donc, ce temps-là qui peut être après un peu difficile dans le quotidien. Alors, néanmoins, quasi systématiquement, en fait, ce qu'on nous a dit aussi sur les journées, c'est que ces journées, elles sont jugées très positives, mais qu'elles vont de fait intervenir assez tardivement et qu'elles ne remplacent en aucun cas un accompagnement à la prise de poste et un accompagnement qui doit être structuré dès la prise de poste. Alors, on va retrouver différentes choses, le fait qu'il y ait un protocole, une procédure d'accueil, la remise d'un document d'accueil avec des contenus qui peuvent être différents, la mise en place d'un mentorat. Alors, vous verrez, on va y revenir sur différentes notions de tutorat ou de mentorat ou même de monitorat sur une période d'année donnée.
Pardon. Et également quelques initiatives sur l'idée d'un planning, en fait, d'une prédéfinition de la montée en charge des compétences à acquérir. Là, sur ce champ-là, on a effectivement des paroles de cadre de santé. Hein. On nous dit par exemple qu'il y a un vaste débat sur la journée d'accueil, donc à la fois un intérêt, mais en même temps le fait que le sujet n'est pas là. En fait, il nous dit voilà, il y a un programme d'accueil qui est à envisager de façon déconcentrée dès la prise de poste des agents, et avec l'idée de ce planning, hein, voilà ce que vous devez savoir au bout de 24 heures, 1 mois, 6 mois. Il y a une temporalité à revoir. Alors ça, c'est un des points importants, et je crois que Loïc Perron va y revenir également, c'est cette idée de temporalité. On peut imaginer que l'intégration des agents, ça va être quelques jours, une semaine, voire 1 mois. Là, on voit d'ores et déjà qu'on va être plutôt sur un continuum, avec sûrement un apport d'information important tout au départ, mais aussi quelque chose qui doit plutôt s'inscrire dans la durée. Alors, juste sur l'aspect document d'accueil, hein, là aussi, on voit des choses assez différentes. Des documents d'accueil qui vont être vraiment sur tout l'aspect de règlement intérieur, par exemple, et puis des choses aussi qui vont rentrer plus dans les aspects pratiques et vraiment presque liés aux soins. Hein. On a une infirmière qui nous dit ce qui a facilité l'intégration, c'est l'explication du service, et aussi un livret d'accueil où ils expliquent les méthodes qu'ils utilisent. Donc, on voit que ce volet-là est important aussi. L'autre élément qui a été cité quasi systématiquement dans les entretiens, c'est la mise en place d'un doublage ou doublure, d'ailleurs je crois que les 2 mots étaient utilisés, de modalités et de durée variable selon l'établissement. Donc, en règle générale, l'établissement nous dit voilà, il y a un professionnel qui est identifié, qui va être chargé d'accompagner le nouvel entrant. Alors, il peut s'appeler binôme, il peut s'appeler référent, et on est sur des durées qui vont être pour le coup extrêmement variables. Hein, là, on a un établissement, par exemple, qui nous dit, voilà, nous, on met en place un binôme, il va durer plusieurs semaines, ils appellent ça du monitorat, et on dégage du temps pour la personne, donc 1 heure par semaine, qui permet au professionnel en place d'accompagner son professionnel. Donc là, on est plutôt sur l'idée de quelqu'un qui peut être disponible ponctuellement pour échanger avec le nouvel entrant, pouvoir aussi lui renvoyer un retour sur son travail, répondre à ses questions. Donc plutôt quelque chose d'un petit peu distancié, mais qui permet d'avoir ces temps-là de partage. Et puis, on a la plupart des témoignages qui sont plutôt sur l'idée de doubler les personnes, donc vraiment quelqu'un qui est en proximité et qui va finalement montrer le travail et puis aussi pouvoir faire des retours à la personne. Hein. Là, on a un directeur d'EHPAD qui nous dit, dans les intégrations, on essaie de doubler les personnes, et on les positionne avec des agents formés, compétents, et là, on est plutôt sur 2 ou 3 jours maxi. Un autre directeur d'EHPAD qui nous dit on fait une vraie procédure d'intégration des nouveaux agents avec une présentation de l'agent à son arrivée. On en a un référent dans l'équipe actuelle qui va le prendre sous son aile. On ne le laisse pas tout seul pendant les 15 premiers jours. Donc, ce qu'on peut imaginer, puisque vous voyez que les durées sont très différentes, c'est que le contenu, en tout cas, et l'objectif aussi de ce monitorat va être extrêmement différent selon les durées et selon les fonctionnements envisagés par les établissements. Alors, là aussi, on voit bien que ce monitorat, assez vite, il va pouvoir être réduit selon la pression sur les effectifs. Ça a été dit plusieurs fois, avec en particulier le contexte de la crise sanitaire qui fait que on va finalement pas pouvoir prolonger ce monitorat, et on va se retrouver effectivement avec des recrues qui vont devoir un peu s'auto-former. Là, on a un cadre de santé qui nous dit normalement, c'est un fonctionnement doublon sur 1 semaine, mais c'est souvent réduit à 3 jours à cause de nos fonctionnements. Alors, juste un petit temps, ce qui nous a frappé dans les paroles, en fait, c'est plusieurs termes, en fait. On a entendu le terme de doublage ou doublure, le terme de monitorat, tutorat pas tellement finalement, le terme de mentorat aussi. Et on voulait juste revenir sur ces aspects-là, et je pense là aussi que Loïc Perron l'évoquera. On va être sur des réalités différentes. Ce qui semble être plus fréquent, c'est plutôt ce qui va s'apparenter au monitorat ou au compagnonnage, ce qu'on appelait aussi le compagnonnage avant.
Donc, c'est plutôt un pair, hein, c'est une autre infirmière ou une autre aide-soignante qui va accompagner la personne. Donc, un contact qui est presque quotidien avec la nouvelle personne. Et l'idée, vraiment, c'est finalement le fait de pouvoir lui montrer aussi comment elle pratique, de lui amener vraiment une forme très, très, très pratique de retour sur la manière de travailler au quotidien. On a d'autres approches qui vont plutôt être du registre du mentorat, où là, on est plus sur quelqu'un qui va être plus distancié. Alors, le mentorat, il est notamment beaucoup utilisé dans certains secteurs, plutôt sur des personnes qui sont déjà intégrées et qui, à un moment, ont un tournant dans leur carrière, c'est pour les accompagner dans la durée. Donc là, on va être sur une personne que le nouvel arrivant pourrait voir régulièrement, un petit peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, par exemple 1 heure par semaine. Donc l'idée, c'est de créer en fait une relation interpersonnelle, une relation de soutien avec quelqu'un qui va pouvoir répondre à des questions, qui a des compétences et des connaissances aussi, qui va permettre en fait de faire un retour sur les pratiques et les interrogations des personnes. L'idée générale, c'est que c'est important de définir à quoi sert cette personne-là, qu'elle sache aussi en fait sa mission, et aussi de la positionner par rapport aux encadrants. C'est un des constats assez marquants, que ce soit de la part des encadrants eux-mêmes, des directions ou des infirmières et des aides-soignants qu'on a interviewés. On a eu très peu d'expression sur le rôle des cadres. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que la personne qui va jouer un rôle au départ, c'est effectivement plutôt un homologue, hein, quelqu'un d'expérimenté qui va aider, mais on n'a pas eu très peu d'expression sur, dans cette situation-là, que va faire le cadre et finalement à quoi il va servir. Donc l'idée, en fait, et je pense que le témoignage le montrera bien, c'est de bien comprendre en fait quels sont les positionnements respectifs. Avec un intérêt aussi, c'est qu'on sait que, par expérience, que le tuteur ou le mentor a aussi un apport, en fait. C'est-à-dire que pour des personnes en seconde partie de carrière, ça peut être aussi une forme de reconnaissance d'être référent, ou même si on sait qu'il y a des problématiques de temps, mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose de valorisant pour une personne. Alors, globalement, hein, quand on a interrogé les aides-soignants et les infirmiers, en général, en fait, elles n'ont pas participé à une journée d'intégration. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, on a interrogé des personnes qui étaient arrivées depuis moins d'1 an. Donc, en général, elles n'avaient pas participé à une journée d'intégration, mais on était dans le contexte de la crise sanitaire. Et leur perception, c'est qu'elles n'avaient pas vraiment eu de tutorat ou de monitorat institutionnalisé. Néanmoins, dans ce qu'elles expriment, elles considèrent que leur prise de poste a été relativement facile parce qu'on les a intégrées dans le service, elles ont un livret d'accueil et puis elles ont été accompagnées en doublon. C'est comme ça qu'elles le vivent, par un agent qui était solide, qui avait de l'ancienneté pour lui présenter les logiciels, le service, les personnels. On a quelques problématiques, mais vraiment plus à la marge, un peu de posture vis-à-vis des jeunes recrues. On a une aide-soignante qui nous dit le bon accueil, c'est hyper important. Il faut que les personnes se rappellent qu'elles ont aussi commencé un jour. Par exemple, certaines personnes de l'équipe n'aiment pas les nouvelles et ne leur parlent pas. Moi, je m'en fiche, mais c'est dommage. Donc, on peut avoir… Voilà. Alors, on a aussi ce genre de situation hein, sur des domaines où on a beaucoup de turnover. Et c'est vrai qu'on peut voir dans certains cas une forme de lassitude aussi hein, chez les gens qui sont en poste de voir systématiquement en fait, accueillir des personnes. On a dans les points qui sont vraiment mis en avant de la part des agents. Alors, j'ai réutilisé à chaque fois le terme de monitorat qui ressemblait un peu plus à ce que vous faites que le mentorat en tout cas. Voilà, j'ai été doublée par une infirmière présente depuis longtemps. Elle m'a expliqué les logiciels, elle m'a fait faire le tour, elle m'a expliqué l'organisation. En fin de journée, elle m'a laissé faire toute seule pour prendre confiance. C'est un bon accompagnement. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est important. De l'autre côté, une aide-soignante qui nous dit j'ai travaillé avec une aide-soignante qui a fait plus de 20 ans de service. Elles ont plein de choses à apprendre. Elle m'a expliqué les protocoles, le fonctionnement du service, où se trouve le matériel, les chariots d'urgence. Voilà, donc pas mal d'aspects pratiques qui vont être importants pour être opérationnels rapidement. On a eu dans l'expression deux suggestions en fait, de la part des agents sur ce qui pourrait en fait, faciliter l'intégration. La première, c'est l'accès à la formation pour les agents qui sont en CDD. On a eu notamment des situations qui étaient sur des CDD en fait, qui vont se cumuler
et avec un agent qui nous dit ben voilà, moi je suis en CDD depuis 4 ans et je n'ai bénéficié que d'une seule formation. Donc il y a l'idée en fait de leur part de se dire ben voilà, on a un peu le sentiment qu'on n'est pas logé à la même enseigne, et puis finalement ben, on a aussi des besoins de monter en compétences. Et donc, c'est à la fois sur le registre de monter en compétences et aussi sur le sentiment d'être vraiment intégré à l'établissement et de ne pas juste être quelqu'un qui voilà, va remplacer ponctuellement. La deuxième suggestion, et je pense que ça rejoint aussi l'idée de la durée en fait, de cet accompagnement, c'est le fait de pouvoir avoir une nouvelle session de monitorat ou tutorat après quelques semaines, hein, même peut-être, je crois qu'ils citaient juste une journée, puisqu'en fait, leur ressenti, c'est qu'au moment en fait, où ils vont avoir le tutorat, les informations, elles sont extrêmement denses, ça va être sur plein de registres différents, et que de fait, ces informations-là ne vont pas être acquises d'emblée. Et donc, l'idée, c'est que le fait de reposer en fait, une autre journée ou un autre temps d'échange, mais qui soit vraiment formalisé, ben, c'est acté aussi que la personne peut poser de nouvelles questions, qu'elle va pouvoir revenir sur des missions qui lui posent des difficultés. Ça a été évoqué aussi, par exemple, sur les logiciels. Donc, vraiment, l'idée que ça pourrait aider et éviter en fait, d'avoir plein de petites choses sur lesquelles les personnes vont devoir se débrouiller. Là, on a une infirmière qui nous dit il faudrait qu'on soit formé encore après, qu'on nous réapprenne au bout de 3 semaines de nouvelles choses. Le logiciel m'a posé des problèmes, il est complexe et j'ai souvent buté dessus alors qu'une petite formation m'aurait aidé. On va faire une journée de doublon avec quelqu'un, car on a toujours plein de choses qui nous viennent au fur et à mesure et on est souvent seul sur l'organisation de petites choses. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de continuité aussi dans cet accueil. Alors, un dernier point sur les retours qui était un peu spécifique. Dans les sujets qui ont été évoqués assez spontanément par à la fois les cadres de santé, les infirmiers et aussi les personnes des RH, c'est la question du pool de remplacement. Donc là, on est plutôt dans le sanitaire et plutôt dans des établissements de plus grande taille, avec le fait qu'assez souvent, on a des nouvelles recrues qui vont commencer par le pool de remplacement et que donc elles vont être amenées à tourner dans les services en fonction des besoins. Là, on a certains encadrants qui nous disent que c'est quelque chose qui peut être finalement contre-productif. Alors, ils évoquent surtout pour des nouveaux personnels et surtout des nouvelles personnes formées, puisqu'en fait, ils vont avoir besoin d'une forte capacité d'adaptation et d'autonomie, et que ça peut aussi créer un phénomène de lassitude et accélérer en fait le risque de départ pour un poste plus stable à plus ou moins courte échéance dans un autre établissement. Donc là aussi, dans la manière dont l'expriment les cadres de santé, voilà, c'est à la fois conscient que c'est une nécessité, mais que le problème, c'est que pour une prise de poste, ça n'est pas idéal. Il y a un côté bouche-trou qui peut être ressenti au bout d'un moment. Donc on voit bien que pendant quelques temps, ça peut être intéressant, mais ça peut être des raisons de départ. Voilà, donc on a à la fois les mobilités à l'arrivée, on fait bouger les contractuels pour répondre à nos besoins, pour leur faire découvrir plusieurs secteurs, leur montrer plusieurs types de prise en charge possibles, donc le côté bénéfique. En même temps, ça n'est pas forcément attirant, ça correspond un peu à de l'instabilité et les professionnels ne s'y retrouvent pas forcément. Et de la même manière, donc un ressenti qui a été confirmé par des agents. Alors, une vision plutôt moins négative que le retour des encadrants aurait pu laisser présager. Donc, l'intérêt en fait d'un mode de fonctionnement qui permet de continuer à se former en découvrant différentes unités de soins, différentes méthodes, mais qui effectivement va entraîner une incertitude sur les horaires, le cadre de travail, les conditions de travail. Et ce qu'on entend, c'est que finalement, on est sur une pratique qui va être acceptable pour un temps déterminé, mais qui a une perspective de stabilisation qui est attendue en fait à l'issue de quelques mois. Donc, c'est vraiment conçu comme quelque chose de momentané. On a une aide-soignante qui nous dit le pool de l'hôpital, c'est plein d'ASFDE, c'est l'équipe de soutien. C'est bien car on apprend à connaître tous les services. Et comme j'ai 2 enfants, je veux rester en médecine gériatrique et avoir mon planning à l'année. Une infirmière aussi qui nous dit je suis dans un pool, pour l'instant ça me convient, mais à long terme, ça risque de devenir compliqué et pesant. Donc, cet impact aussi sur la vie personnelle et le manque un peu de visibilité. Donc, voilà un petit peu les éléments qu'on voulait vous restituer, donc à la fois sur la manière dont ça se passe en fait dans ce qu'on a perçu en tout cas de vos établissements, avec des éléments qui apparaissent très positifs dans les initiatives qui ont été mises en place, mais des processus qui paraissent à la fois peut-être insuffisamment structurés et très malmenés en fait par le quotidien, avec bien évidemment
des impacts pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de pouvoir réagir soit sur le chat. Je vais commencer par faire réagir Loïc Perron, qui aura sûrement une réaction par rapport à ça. Sur le dernier point, par exemple, du pool de remplacement, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé dans votre établissement? Alors, les poules de remplacement, nous avons en effet des poules de remplacement en place. Et quand j'étais cadre supérieur de pôle, justement, l'important était de former les professionnels sur le pôle et du coup d'intégrer l'accueil de ces professionnels, justement, qui du coup devaient naviguer, je pense, d'un secteur de médecine à un secteur de réanimation. On dit comment on fait? Justement, le travail a été de clarifier les attentes de cette professionnelle qui devait aller à la fois en réanimation ponctuellement et à la fois en médecine polyvalente. Et du coup, d'où l'intérêt, ce que je vais présenter après, de travailler sur les attendus de cette professionnelle pour être autonome et efficace. C'est un travail de fond, hein, vraiment, de positionnement. Le pool a vraiment eu un effet de parcours professionnel derrière très intéressant. Et en tous les cas, tous ceux qui ont pu mettre en place ces pools ne reviennent pas en arrière parce que c'est vraiment très efficace. D'autres réactions par rapport à ce qui a été évoqué? Est-ce que ça fait écho à votre témoignage à venir? Alors, moi, je peux poursuivre dessus, mais sinon, je pourrais aussi partir sur ce qu'on a décidé de la promotion politique dynamique de formation. Mais est-ce que les personnes qui souhaitent intervenir, tchatcher par rapport à ce qui a été présenté? Ou on continue, je prends la main sur le diaporama et puis et je vous dis… Tout à fait. Alors, je vais vous passer… Voilà. Ah, Monsieur Roussel qui voulait peut-être intervenir? Oui. Il a levé la main. Oui. Merci. Non, c'est juste pour relayer la question qui est posée concernant les données sur les départs de titulaires. Je ne sais pas si Virginie, tu as vu la question. Est-ce qu'on a une vision des départs de titulaires, mutation, disponibilité? Non. En fait, le turnover qui est annoncé en dehors des départs naturels, je dirais, des départs en retraite, on a effectivement des entrées-sorties permanentes, surtout quand on a des gros effectifs. À la NFH, on a une vision de certaines volontés à travers les demandes de bilan de compétences et de CFP, mais elle est partielle. Ouais. Mais on n'a pas de lecture possible des flux, en fait. Non, en fait, on a des éléments de photographie, mais pas d'éléments qui soient dynamiques sur les départs de titulaires, hormis ce que tu évoquais, David, sur les CFP, mais non, ce n'est pas un élément qui est observé, en tout cas pour le moment. Je pense qu'au niveau flux, ce qui pourrait, en tous les cas, c'est l'avenir, malheureusement, c'est que nos générations Y et Z qui arrivent n'ont pas peur de bouger. Et contrairement à ce qu'on avait jusqu'à présent, ce qu'on appelle les générations baby boomers qui partent à la retraite et les générations X aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à rester en poste, alors que cette génération, Y et Z, n'hésite pas à bouger, pas spécialement pour voir la vie plus verte ailleurs, c'est parce qu'ils ont besoin d'expérience qu'on leur a rappelé sans arrêt et sont prêts à faire le tour du monde du jour au lendemain. Donc ça peut en effet, on a beau mettre en place des dispositifs, par contre on est en capacité, si on met en place une intégration des parcours professionnels, à les maintenir, à les retenir plus facilement. Si on ne met pas en place ce dispositif, forcément, il part plus vite. Ça, c'est clair. Ce que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir commencer le témoignage de Loïc Perron. Si vous voulez, je garde la main sur le diapo et puis je vous le passe. Du coup, d'accord, ok. Alors, comme vous voulez. J'aime bien avoir la main, en fait. Allez-y, pas de problème.
Du coup, je prends. Comment je clique où alors? Alors, je vais. C'est une bonne question. Vous Bon, avez... bah alors, passez à la diapo suivante. Bon, On d'accord. va passer Je vais essayer d'être directement. attentive. Donc là, le dispositif que je vous propose, c'est 4 étapes. C'est comment intégrer les nouveaux professionnels. Pourquoi? Parce que le diplôme donne le droit de travailler, hein. On est diplômé infirmier, ben voilà, vous pouvez travailler en tant qu'infirmière ou aide-soignante. Mais derrière, les compétences vont pas être automatiquement adaptées. Ou en tous les cas, il y a besoin de monter en compétences et ça, partout, on met en place. Donc, vous voyez, on est sur un processus qui dure sur 3 mois. Et à partir de là, je vais détailler justement, qu'est-ce qu'on attend du professionnel, comment on l'accompagne, comment on l'évalue et au final, l'intégration. Donc, la partie attendue. Là, rapidement, on va travailler sur la GPMC. Pourquoi? Parce que l'encadrement, et là, par rapport à votre présentation au début, c'était très important, c'est que moi, c'est un dispositif que j'ai mis en place quand j'étais cadre de pôle, que je porte aujourd'hui en tant que responsable formation continue, et qui est nécessaire, c'est de travailler sur sa GPMC. Pourquoi? Parce que derrière, à partir du moment où vous commencez à travailler sur vos départs entrées, simplement départ en retraite, déjà ça, de savoir qu'on va avoir un départ massif et donc de compétences, eh ben, il faut travailler sur les attentes demain de son équipe. Et donc, comment faire? Eh bien, il faut travailler sur le processus d'accompagnement de ces professionnels. Là, d'où l'intérêt de travailler avec justement la direction des soins ou les métiers, si vous êtes dans le technique, administratif, sur le CV, de travailler sur le CV, la lettre de motivation de nos professionnels et derrière de mettre en place un dispositif qui intègre en fait ces professionnels. On peut aller même jusqu'à un quiz de prérequis qui permettrait, alors ça se fait de moins en moins, mais dans le privé, on y arrive très bien à mettre en place un quiz de prérequis. À partir du moment où vous travaillez sur les attendus des professionnels, donc il y a un travail de fond qu'il faut faire et du coup, ça permet de poser le cadrage de l'accompagnement. Mais à partir du moment où on a, par exemple, le CV, la lettre de motivation, on va pouvoir ajuster son plan d'accompagnement des professionnels. Et donc là, on va aller sur la partie accompagner. Alors, qu'est-ce que j'entends par accompagner? Alors, il y a des beaux mots hein, comme journal de réflexibilité. En gros, c'est prise de notes. Hein, ça, c'est les chercheurs qui le mettent en place. Mais déjà, quand vous avez un professionnel qui arrive avec un calepin et un crayon, vous dites, ah, celui-là, il va prendre des notes et c'est bon signe. Quelle que soit la fonction. Hein. Maintenant, il faut travailler ce que j'appelle sur les formations d'adaptation poste, mes fameuses FAB que vous voyez. C'est justement tout ce qui a été mis en amont de la présentation. C'est en gros travailler sur déjà une fiche de poste. Ça, c'est important, c'est la première base. C'est se mettre d'accord dans la fiche de poste de ce qui est fait. Puisque souvent, il est dit, entre la fiche de poste, entre le réel et le réalisé, il faut un écart. Certes, mais il ne faut pas un gros écart. Donc, il faut travailler sur cette fiche de poste. Et ça, c'est qui peut le faire? Ce ne peut être que le N+1. Donc là, le cadre est au cœur de la mission. Forcément accompagné par son cadre supérieur et la direction. Mais il est essentiel d'avoir une politique qui dit la fiche de poste doit être raccord. Nous, sur le GHBS, avec la fusion, on a dû du coup repenser, parce que chaque établissement avait sa trame, sa réflexion. Il y avait de très bonnes idées, mais l'idée, c'était de retravailler sur l'ensemble. Et du coup, depuis un an, on est sur une fiche de poste et tout nouvel affichage doit travailler sur une nouvelle trame, alors à partir de recommandations de la NAP, hein, mais toujours est-il qu'on doit en effet positionner les fiches de poste en 1. Le deuxième, c'est sur quels sont les outils qu'on va mettre en place pour accompagner ce professionnel. Et du coup, ça va être, par exemple, le contenu ces journées d'intégration. Parce que apprendre sur le tas, on l'a tous fait. Mais c'est quoi? C'est bonjour, je prends le café, il est là. Là, c'est le vestiaire, et puis à toi de jouer, et puis on fait les différents horaires. À partir du moment où on commence à travailler avec les équipes sur les attendus, en tant que cadre, c'est extrêmement sécurisant, puisque vous allez poser les incontournables. C'est-à-dire que pour que le professionnel prenne son poste en toute autonomie, vous
caler avec votre équipe justement la nécessité, je dois apprendre à avoir sur mes journées de doublure à tout prix les transfusions, l'alimentation et l'utilisation des pousse-seringues. Pourquoi? Il faut cibler tout à fait, comme une formation, c'est de la formation, c'est de cibler les thématiques les plus importantes et comment les aider. On peut faire intervenir, moi j'ai fait intervenir des équipes douleurs, puisque du coup on allait utiliser la seringue spécifique pour ce service. On allait avoir un cours spécifique sur la respiration. Pourquoi? Parce que ça permettait de monter en compétence sur des journées d'intégration et de sécuriser la pratique. Et en tant que CARM, on dit, si c'est ça, au moins, il peut prendre en charge nos patients, nos résidents, en toute autonomie et dire, il ne va pas y avoir de gag. Et bien entendu, quand on parle d'évolution, on va travailler sur la temporalité. Au bout de, vous avez vu mon calendrier, un mois et demi, il y a des évolutions. On va attendre de monter en compétence et l'infirmier, la S, le professionnel, est attendu sur des connaissances, des pratiques, des utilisations. Il doit faire en sorte d'aller justement sur ces thématiques-là, pas spécialement parce que c'est ses patients ou sa prise en charge du résident, mais parce qu'il va aller s'intéresser sur la procédure en cas de décès, sur l'installation du chariot d'urgence. Et à partir de moment là, on fait un checklist avec les équipes. Donc, vous avez travaillé votre fiche de poste, vous avez travaillé les activités, et là, vous pouvez travailler sur les attendus, je dirais, qui montent en compétences. Et à partir du moment où vous avez calé cette fameuse ligne rouge que j'aime mettre, c'est vous montez tout doucement les compétences des professionnels, mais en même temps, vous accompagnez, je dirais, le professionnel avec ce fameux tuteur. Alors, le tuteur, il faut déjà qu'il soit volontaire. C'est un professionnel, un père de préférence. Le cadre, il est là plus pour manager. Alors, c'est très important dans la journée d'accueil, que ce soit le cadre qui accompagne, qui présente auprès de l'équipe, qui va être le maître, oui, comment on appelle ça déjà? Enfin, c'est lui qui va vraiment mettre en place le dispositif, qui va donner les outils, les livrets, les différents numéros de téléphone, les plannings, et d'expliquer justement quelles sont les attentes des uns des autres. Le tuteur, lui, ça va être le référent qui va permettre d'avoir plusieurs rôles, de conseils pratiques. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, de soutien dans des situations très complexes. C'est pas lui automatiquement qui va suivre l'agent. Et toute l'équipe doit être investie sur l'accueil du professionnel. Par contre, on va nommer un tuteur qui va avoir plutôt tendance à tourner parce que sinon on les épuise, mais c'est toute l'équipe qui doit travailler sur cette intégration. Et après, donc du coup, quand vous avez commencé à clarifier déjà les attentes, parce que quand vous avez un nouveau professionnel, qu'il soit jeune ou ancien, quand je dis ancien, c'est qu'il a 10 ans d'expérience, mais qui change, l'infirmière d'EHPAD qui arrive en réanimation, dit il y a peut-être une montée en compétences nécessaire. Mais du coup, c'est de pouvoir monter en compétences sur différents aspects. Mais du coup, quelles sont les attentes pour agir en toute sécurité et de clarifier justement avec les professionnels, oui, il faut qu'il ait vu ça pour prendre en charge notre patient, notre résident, pardon. Donc ça, vraiment, c'est surtout cette partie accueil, intégration et au niveau accompagnement, on a plusieurs modalités. C'est en pédagogie, on appelle comprendre, agir, transférer. C'est vraiment ces 3 items-là. À partir du moment où vous les mettez alors, c'est un joli mot, enfin, c'est 3 jolis mots. Par contre, quand vous mettez derrière des actions concrètes avec vos équipes, c'est extrêmement formateur et c'est comme ça que du coup, vous assurez une organisation. Et derrière ça, à partir du moment où vous commencez, vous voyez bien, à comprendre, agir, transférer, vous pouvez travailler sur une grille d'acquisition des pratiques. Et là, en gros, c'est quoi? C'est que on se met d'accord sur une évaluation formative qui dit, voilà, vous serez évalué et les professionnels s'y collent sans problème. Parce que derrière, ils savent que je sais pas.
Et on va mettre en place, peut-être c'est l'équipe d'hygiène qui va venir intervenir, peut-être qu'on va partir en formation, parce que du coup, il y a une formation spécifique sur tel ou tel matériel. Et donc, du coup, on va l'adapter. Et c'est pas parce qu'on est le dernier qu'on va, entre guillemets, dernier arrivé, pas partir en formation parce que cette thématique-là est essentielle. Et à partir de là, on a tout un dispositif d'accompagnement qui est posé, qui est cadré. C'est un contrat qui est établi. Et ça, cette notion de contrat est essentielle dans l'intégration de nos générations de demain. Si vous n'avez pas cadré tout ça, vous voyez, on a passé les fiches métiers. Donc ça, c'est réglementaire. D'autant plus avec les entretiens professionnels, c'est une des premières questions qu'on a. Hein, c'est est-ce que la fiche de poste est adaptée? Oui, non. C'est basique. Hein. Et puis, l'étape suivante, c'est de travailler sur le contenu de cet accompagnement. Et à partir du moment où on a fait ça, on peut partir sur la partie évaluation. Donc là, c'est l'étape suivante. On a du coup l'évaluation, on a travaillé avec les équipes, l'évaluation dit, je dirais, formative. Cette évaluation peut bouger dans le temps. C'est d'autant plus important quand on peut avoir on a des services sur le GHBS qui sont normés, normes ISO en stérilisation. Donc, il y a, en fonction des différents postes, des grilles très spécifiques qui valident l'acquisition des compétences et des connaissances pour passer d'un poste à l'autre. Mais ça peut être aussi la radiothérapie. Vous imaginez bien que pour passer d'un générateur à un autre, il faut valider. Et là, on est sur des questions extrêmement pointues. Mais quels que soient les postes, c'est à adapter et à ajuster en fonction du dispositif. Donc, si de votre côté, ça suppose, vous voyez bien, une implication de l'encadrement, puisque c'est lui qui met en place le processus, et derrière, une équipe qui s'investit et qui se met d'accord ensemble sur les attentes des uns des autres, puisque derrière, ils vont devoir évaluer leurs collègues. Après, vous voyez bien qu'au bout de 2 mois et demi, on a une évaluation normative. Là, c'est le boulot du cadre. Pourquoi? Parce qu'il va dire oui, il est compétent, non, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place? Mais le contrat, il est posé. Et quand on est cadre supérieur et qu'on doit valider avec la DRH la prolongation du contrat, du coup, on le fait en toute conscience en disant, oui, on y va, il n'y a pas de problème. Et on monte en compétence le professionnel et on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'intégration, puisque du coup, l'objectif, Virginie, si vous pouvez... Oui, pardon. Prenez des notes. Et là, on voit bien que le professionnel, il est intégré. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par intégré? C'est reconnu, engagé, responsable, compétent. Et on intègre le dispositif du projet QVT, donc qualité de vie au travail. On est vraiment dans, vous voyez, tout le processus d'intégration que l'on a là, qui est basé sur 3 mois, donc qui reste long malgré tout dans un accompagnement professionnel, qui est à la fois sur des journées de formation, entre guillemets, pondérées sur une attente particulière, mais aussi des journées de formation d'intégration des professionnels, avec des attentes dans le service, en nommant des tuteurs, en nommant justement un accompagnement. On peut travailler justement sur les attentes, d'où l'intérêt de travailler sur l'ensemble des onglets pour pouvoir dire, voilà, il est reconnu, intégré et compétent. Là, votre professionnel, il reste. Il faudra maintenir son contrat. C'est ça l'objectif. Mais ce qui est important, c'est qu'on est sur une politique RH. S'il n'y a pas une politique derrière RH, on ne peut pas mettre en place tout ça. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir le développer avec un soutien de la direction des soins et la DRH. En tant que cadre sup, j'ai initié ce dispositif, mais du coup, quand on voit, nous, sur notre projet, un des axes du projet QVT, c'est contenu du travail et parcours professionnel. Rien que le titre, vous voyez bien qu'on va aborder les fiches de poste, on aborde les entretiens professionnels, on aborde le parcours professionnel. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, hein, l'accueil des nouveaux arrivants. Dans les services, c'est déjà, dans certains services, c'est positionné, mais on espère aller plus loin dans l'accueil, justement, cette fameuse journée que vous avez présentée tout à l'heure, de nouveaux arrivants. On doit travailler. Avec la fusion, on a justement de super idées. On est un gros groupe, mais du coup, c'est de faire cette inertie. Et si on n'a pas une politique RH, justement, dans cette dynamique, à travers notre projet QVT, on va mettre en place toute cette politique. Alors, ça va mettre du temps, hein, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas passer. Mais on a déjà, vous voyez, les fiches de poste, nouvelle trame. Là,
pour tout vous dire, je suis noyé par le nombre de fiches de poste qui intègrent, parce que tout le monde a compris l'enjeu du dispositif. Du coup, l'important, c'est de le relire, le positionnement, mais je m'appuie vraiment sur un certain nombre d'acteurs. Et si, donc, une fois qu'on a fait ça, c'est le nouveau professionnel. Bon, j'ai une autre casquette, c'est le responsable formation continue. Donc, du coup, là, tout l'intérêt aussi, c'est de partir sur le maintien des compétences. On a intégré le professionnel, maintenant, on maintient les compétences. C'est notre plan de formation. Donc là, forcément, on passe sur la phase évaluation. Donc, l'évaluation, vous pouvez aller, voilà, l'évaluation, ça va être de mai à septembre. Alors, je me dis à mai-septembre, mais on va souvent aller peut-être jusqu'à décembre. C'est notre campagne d'entretien professionnel. On évalue nos professionnels et derrière, on pose notre entretien de formation. Et du coup, on fait un point sur les journées de formation. Bon, vous avez eu telle formation, Excel, Word, bon, c'est intéressant, administratif, mais il y a énormément de formations, management, du coup, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui a été positionné. Ça peut être justement notre investissement, les journées de congrès. On fait un point avec nos professionnels, c'est extrêmement important, on évalue l'agent. On peut aller même jusqu'au quiz. Moi, j'ai le cadre qui s'occupe justement de la radiothérapie, met en place un quiz je dirais, avec le professionnel. Alors, ce n'est pas pendant l'entretien professionnel, hein, mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire un point sur la machine avec le professionnel pour flécher les formations nécessaires de demain. Et puis, on fait aussi un point sur l'investissement. Oui, quelqu'un qui est très investi dans des formations, dans l'accompagnement des collègues, tout ça, c'est un point nécessaire pour accompagner. Et donc, c'est l'étape suivante, professionnelle, est attendue. Et donc, à partir du moment où vous avez fait votre plan de formation, derrière, vous pouvez dérouler vos attentes. J'ai plutôt besoin, en plus, avec les évolutions de métier, le projet d'établissement, de projet de service, de mettre des actions sur la robotique dans le bloc opératoire, sur, je dirais, des notions de référent, parce que du coup, vous avez bien sondé avec les différents, tout à l'heure, on a dit tuteurs, on fait tourner un peu les professionnels. Tout le monde doit être intégré dans le dispositif d'accompagnement et c'est comme ça qu'on fait une dynamique d'équipe pour pouvoir justement accompagner. Donc ça, c'est l'étape suivante, du coup, d'accompagner le professionnel. On va travailler sur ses parcours. Alors, au début, on commence par des parcours dans le pôle. Vraiment, ça, c'est extrêmement facile à faire. Il faut juste une volonté politique du cadre supérieur. Mais quand vous avez une infirmière, une AS, qui tourne entre l'hôpital de semaine, l'hôpital de jour, l'hôpital conventionnel, de la spécialité en oncologie, en hématologie, du coup, quand il va appeler sa collègue, il est en hospitalisation complète, il va appeler sa collègue en hôpital de jour, il connaît, je dirais, les attentes des uns des autres, je dirais, l'herbe est plus verte ailleurs, peut-être pas, mais en tous les cas, ça permet de dire, oui, j'ai besoin de cette information-là parce que pour moi, c'est essentiel. Toi, de ton côté, tu n'en avais pas besoin, mais de là, on est en train de sécuriser la pratique de l'agent. Mais surtout, je dirais, de prendre en charge notre patient en toute sécurité et dans tout le dispositif. Ça peut être une simple visite. Là, les professionnels qui sont dans le pôle cancérologie, c'était mon dernier pôle, ils vont faire une visite en radiothérapie. C'est pas pour je dirais, remplacer les manips, c'est simplement pour pouvoir accompagner justement le passage de la porte. Mais à partir du moment où vous êtes en capacité de positionner les choses, vous voyez bien que le professionnel est intégré. Et là, on refait la boucle avec le projet QVT. On a fait le parcours professionnel. Donc, c'est un des axes encore du projet QVT de notre établissement, justement, travailler sur... On a des parcours dans certains pôles. L'idée, c'est de travailler sur des parcours extrapolaires, de commencer peut-être en EHPAD et puis d'aller justement sur d'autres secteurs, de monter en compétences et de travailler sur l'ensemble du processus et peut-être aussi de pouvoir travailler sur un affichage de poste. Et en effet, là, c'est la phrase reconnu, engagé, compétent et de garantir la qualité, sécurité des soins. Vous pouvez aller juste la dernière, justement, diapo. Garantir la qualité et sécurité des soins par l'adéquation des compétences professionnelles aux typologies des services. Et ça marche partout.
Alors, certes, moi, je l'ai plus développé quand j'étais en tant qu'aide sup de pôle sur les infirmières AS, mais ça marche partout, puisque du coup, vraiment, c'est une réflexion à avoir. Et ça part d'une politique, d'un engagement de l'encadrement et, je dirais, du travail avec les équipes. Et on travaille avec les équipes seulement si on a une volonté politique, une dynamique de l'ensemble. J'espère que j'ai respecté mon délai, parce que j'avais droit à un certain nombre. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour amorcer, je vais vous en poser deux qui me démangent. La première, bon, alors voilà. Dites-moi tout. La première, c'est, on imagine bien que tout ça prend du temps. Hein. On a vu dans l'étude, Oui. une des questions, c'est vraiment les problématiques de temps. Comment finalement ça fonctionne? Est-ce que vous avez miraculeusement du temps dégagé pour ça, ou est-ce qu'au final on est plutôt gagnant? Enfin voilà, comment vous avez géré ce facteur de disponibilité des personnes pour l'accueil? Alors, typiquement, déjà, pour poser le cadrage, pour poser, je dirais, l'ensemble du dispositif, il faut minimum, je dis minimum, 1 an et demi de travail avec ces équipes, parce que du coup, derrière se posent énormément de questions. Et ce n'est pas parce qu'il est écrit une première fois qu'il ne faut pas se revenir dessus. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on va justement avoir des évolutions. Pas spécialement parce qu'on va avoir une nouvelle machine, mais parce qu'on va justement travailler plus sur les typologies, les situations prévalentes. On va travailler, tiens, le tutorat, c'est des étudiants infirmiers. Ils vont arriver avec d'autres notions. Donc, on va aller encore plus en amont. Alors, il faut commencer par un secteur. Ils ont commencé par les infirmières. Ensuite, ils ont enchaîné par les aides-soignantes, mais ça peut être le choix inverse. Tout dépend de quoi? De votre GPMC. Là, juste dans les années à venir, on a quand même un pourcentage d'aides-soignants qui partent. Je pense qu'il y a tout intérêt de travailler sur les aides-soignants de demain, d'autant plus que quand on a vu le précédent webinaire mardi dernier, on sait qu'on va avoir des sorties d'école en juillet. Si on ne travaille pas sur les attentes des uns des autres, on est court d'avance. Après, oui, quand tout va bien, on met en place ces journées. Quand on ne peut pas mettre en place, au moins on a posé ce qu'on appelle le cadrage, des attentes. Mais au moins, on a posé un contrat avec le professionnel. Oui, ils sont partis tout de suite dans le positionnement, mais c'est quand même plus simple au niveau de l'encadrement de dire, moi, pour être efficace, il faut à tout prix, les incontournables, c'est ça. Et vous listez ces incontournables. Si vous n'avez pas posé ces incontournables, en tant que cadre, on fait quoi? C'est compliqué parce que dans le faire, ce n'est pas l'encadrement qui est derrière, c'est les agents et c'est là qu'on va avoir des gains. Mais oui, il y a un vrai enjeu derrière. Dans les incontournables, dans les obligatoires, derrière c'est de la sémantique, mais déjà de se poser, commencer par la fiche de poste. Déjà, on commence par ça. Ensuite, c'est plan d'activité ou plan de tâche, ça dépend. Chaque établissement a son discours. Mais bon, il va commencer à 6h30, 7h45. Qu'est-ce qu'il fait? La première journée, il commence par faire les transmissions et ainsi de suite. Et quand on commence à écrire le process, de là va arriver sur des questions. Il faut écrire telle procédure, tel protocole. Et puis, on va plus loin. C'est derrière, on est vraiment sur une intégration, mais c'est sûr, ça ne marche que si derrière, on a une politique RH qui dit on y va, que je dis politique RH parce que le gros, c'est vrai que c'est la direction des soins. Mais derrière, si la politique RH dit on peut y aller, et nous, on a cette chance de pouvoir investir, d'où en plus le projet QVT, vraiment, on positionne les professionnels et chaque corps de métier va travailler sur ces thématiques-là. Alors, je suis pas, je suis passionné, mais tous les services ne vont pas pouvoir mettre en place du jour au lendemain. Ça va y aller progressivement. Mais si la tendance déjà des uns des autres vont pouvoir construire, et puis après, tu as fait ça comme ça, c'est de la co-construction entre les équipes et vous déclenchez derrière une écoute et vous allez avoir, moi j'ai découvert des professionnels qui ne disaient pas un mot dans leur coin et quand ils se sont mis sur ce projet-là, ils avaient des idées tellement pertinentes qu'on les laissait, on les écoutait. C'est vraiment dans la dynamique de construction, une efficacité d'intégration, mais pas que, de construction d'équipe. Voilà.
Et alors, on peut peut-être associer au facteur temps la question c'est pas très beau comme sujet, mais peut-être du retour du surinvestissement. On a parlé en titre de webinaire d'investir sur l'intégration des professionnels. Vous avez le sentiment pour les services qui ont mis en place ce type de choses qu'il y a eu un réel impact En fait, le premier impact, c'est je dormais mieux. Vous voyez, vous dites, c'est basique. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, derrière, j'étais sûr que j'avais des compétences en face. Alors déjà, c'est un premier impact. Le deuxième, c'est que vous avez des agents qui prennent en charge vos patients en toute sécurité. Et ça, je dirais, c'est un impact fort. Alors forcément, on dit, l'investissement, c'est de rester. Oui, il y a quand même, là aujourd'hui, on n'a pas assez communiqué sur cette intégration, mais il est clair qu'à un moment, on va travailler et on va montrer que, vous l'avez dit, vous venez chez nous, on vous accompagne et on a 3 jours, 5 jours, 1 semaine de temps pour pouvoir vous accompagner, monter en compétences, ça rassure. Quand j'étais cadre formateur sur la région parisienne, je disais toujours, commencez par les services avec qui vous avez travaillé, parce que c'est plus facile, au moins vous savez où sont les papiers. C'est basique, hein, mais quand vous devez monter en compétences rapidement, parce que passer du statut d'étudiant au statut diplômé, il faut se sécuriser quelque part. Et de savoir que du coup, le document est rangé à tel endroit, que le protocole, je maîtrise, je me concentre sur l'activité et la charge de travail. C'est ça, l'objectif des journées d'intégration. C'est ça, c'est de travailler en amont. Et c'est pas parce que c'est écrit où il y a 1 semaine, je vois en hémodialyse, on était à 3-4 semaines. Mais oui, mais si on avait de l'expérience, qu'on était à capacité de travailler, le travail du cadre, c'était de l'ajuster avec l'agent. On sécurise la pratique et puis, pof, on réduit. C'est tout l'intérêt de le faire. Mais en pratique, c'est vraiment la finalité, elle est là, c'est de sécuriser la pratique des uns des autres, quels que soient les secteurs. Alors forcément, l'hôpital, c'est essentiellement les résidents, les patients. Mais je dirais à partir du moment où vous êtes en capacité de mettre ça en place, vous avez un aspect fonctionnel sur la sécurité, mais derrière, on est sur la partie QVT. Parce que du coup, les agents, forcément, se retrouvent intégrés et le profil, enfin, ce que M. Hello a mis en place, et là, on est en train de finaliser sur le projet QVT, le contenu du travail et parcours professionnel, c'est un des piliers, mais on a d'autres, hein, l'environnement du travail, on a la prévention du risque, le bien-être physique et psychologique. Vous voyez, ce sont des étapes essentielles du projet QVT et on est sur une politique RH qui peut être diffuse sur l'ensemble de l'établissement. Merci pour votre force de conviction. C'est très intéressant d'avoir à la fois des aspects très, très pratiques et à la fois structurés. Et je pense que ça met bien en évidence. Ouais. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. C'est d'autant. C'est du temps, mais ça marche. C'est du temps, mais ça marche. Et de l'énergie, je pense. Alors, peut-être ce que je propose aux participants pour terminer ce webinaire, c'est un petit temps sur vos besoins de formation. Je l'évoquais en début de webinaire. Donc, quand on a fait l'étude, on a aussi questionné les personnes interviewées sur ce qui pourrait les aider en fait, à avancer sur ces processus et ces parcours d'intégration. Si on en a besoin, mais j'ai le sentiment que c'est quand même un sujet très, très vaste et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, on va vous présenter un petit peu ce qu'on a eu comme retour. Et puis, Erwan de la NFH, on vous mettra un sondage aussi qui vous permettra de répondre aussi et de faire part de vos besoins. Ça y est, il doit être normalement affiché. Alors, outre l'appréciation du webinaire, donc vous pourrez aussi vous exprimer sur l'intérêt de travailler sur ce process d'intégration et sur vos besoins de formation. Alors, dans ce qu'on a perçu, nous, dans l'étude, c'est un peu trois types de besoins. L'un qui émanait plutôt des directions et des responsables RH sur la possibilité d'être accompagné pour construire cette politique d'intégration avec des choses, et je pense que Loïc Perron l'a bien montré, hein, il y a à la fois des choses qui sont assez classiques et en même temps
le terme de politique, il est vraiment justifié puisqu'on est bien dans un ensemble d'actions à la fois RH qui touchent aussi à la qualité de vie au travail. Donc, on voit bien que c'est important de construire cette réflexion vraiment de manière globale et pas juste comme des actions ponctuelles. Donc, le premier élément, c'est sur la construction de cette politique d'intégration. La deuxième demande qui a été émise, alors avec différentes choses, c'est de pouvoir aussi accompagner et former soit les encadrants, soit certains agents en fin de carrière notamment, pour qu'ils puissent aussi peut-être mieux former, mieux accompagner les nouveaux arrivés. Alors, ça peut rejoindre des formations qui existent aujourd'hui aussi sur le tutorat, mais aussi en donnant un accent peut-être plus marqué sur le rôle vis-à-vis de nouveaux arrivants, qui est un rôle qui va être sensiblement différent de celui d'un étudiant, infirmier ou aide-soignant. Donc, les demandes aussi qui sont ressorties, c'est d'avoir des formations pour mieux aider, mieux accompagner, avoir une démarche vraiment structurée pour accompagner les personnes. Alors, bien évidemment, une démarche qui devra après être déclinée selon l'approche de l'établissement, mais en tout cas, un vrai intérêt à être monté en compétence sur le sujet. La notion de formation, elle peut être importante aussi pour les agents en fin de carrière, avec l'idée aussi que c'est une vraie fonction qui va être mise en place et une forme aussi de reconnaissance de leur expertise. Et le troisième volet, on va être sur notamment une des suggestions, une des choses qui avaient été émises par des agents ou des infirmiers récemment recrutés, qui était le fait de dire ce serait intéressant qu'on ait, y compris en amont de l'arrivée dans l'établissement, ou vraiment tout au début, un ensemble d'informations sur le fonctionnement d'un établissement, sur les métiers types. Loïc Perron l'a évoqué tout à l'heure, on a de fait des fonctionnements qui vont être très différents selon le service où va être la personne. Et donc, l'idée, en fait, que ça pourrait faire gagner du temps aussi d'avoir accès à cette information-là, pour lequel, là, très clairement, que ce soit le cadre ou la personne qui va accompagner, n'auront pas nécessairement le temps de présenter tout ça. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu sur cette formation-là, puisqu'en fait, la NFH a déjà une formation qui s'appelait Multiplus et qui s'appelle désormais e-Multiplus. Et on trouvait intéressant en fait que la NFH puisse aussi vous faire part de cette formation, dans lequel on va vraiment retrouver des éléments qui ont été exprimés pendant les entretiens. Donc, une formation un peu modulaire qui on va à la fois permettre à des agents de mieux découvrir les métiers, donc celui qu'ils vont exercer demain, mais aussi les métiers des collègues, se positionner aussi en tant qu'agent, qu'est-ce que ça veut dire, mieux connaître aussi finalement la fonction publique hospitalière, dans quel ensemble elle s'inscrit, et puis voilà, un certain nombre d'éléments alors qui sont aussi liés à des choses tout à fait concrètes, comprendre son bulletin de salaire, identifier ses droits, mieux comprendre aussi toutes les étapes de la carrière avec tout l'aspect statutaire. Donc, ça a vraiment été conçu, et je crois d'ailleurs que c'est la Bretagne qui était à l'initiative de cette formation tout au départ, pour permettre à l'agent qui souhaite d'avoir accès à toute cette information-là. Et je laisserai David Roussel compléter si besoin, mais on est sur un outil aujourd'hui qui a été digitalisé, qui a aussi tout un côté plus ludique, avec des quiz, des vidéos, qui fait aussi l'objet d'une actualisation, parce que je pense que les publics RH savent bien à quel point ça change beaucoup, et avec des choses qui peuvent être aussi reprises par l'établissement, avec aussi des mixtes entre du distanciel et du présentiel. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir à cette occasion, parce que là, clairement, ça répond à pas mal d'attentes qui ont été exprimées. Voilà un peu ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si David souhaite rebondir sur l'offre de formation ou e-Multiplus en particulier. Pas spécifiquement sur e-Multiplus, parce qu'une communication sera communiquée à nos adhérents très prochainement, même si elle a déjà commencé. Une nouvelle plateforme numérique va être livrée qui s'appelle Moodle. Elle est connue de beaucoup d'entre eux. La NFH est en train d'en changer. On va passer sur Moodle. Effectivement, les contenus de formation et les formats seront différents, certainement un temps d'adaptation à adapter aussi au format habituel de formation, qui permettra
une meilleure intégration. Alors, il est à noter quand même que assez souvent, Multiplus était exploité, utilisé, pas uniquement pour des nouveaux, hein, pour des agents qui étaient agents depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de rattrapage à faire sur ces informations-là. Si je puis me permettre 2 minutes sur la question de l'intégration et surtout en lien avec le prochain webinaire aussi, le fait de pouvoir fidéliser les agents, c'est aussi une question de qualité de vie. Dès l'intégration, cette qualité de vie au travail s'anticipe. On proposera très prochainement dans le financement de notre plan d'action régional une formation qui est connue de certains, qui est bien utilisée par certains, pas par tout le monde, et qui vient d'être validée aux instances de l'ANFH, qui s'appelle Développement personnel, professionnel et communication, qui sera proposée à chacun de nos adhérents. Et on est persuadé que c'est une thématique qui, en lien avec des stratégies qui viennent de nous être présentées, hein, des outils comme celui du GHBS porté par M. Perron, qui sont utilisés en complément. Effectivement, les accès à ce type de formation font partie d'une place stratégique pour demain, pour ces nouvelles générations qui ont été citées, mais également les plus anciennes, avant les lettres X, Y, Z. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je voulais aussi remercier M. Perron pour son intervention très, très intéressante. Il a eu les remerciements en direct de son directeur. Je pense qu'il sera gratifié très rapidement. Et puis, on ne termine pas avec le GHBS non plus, puisque la semaine prochaine, ils reçoivent le prix ANFH au niveau national, un prix qui est également une valorisation d'une activité de formation, oui, sur la sensibilisation des violences intrafamiliales. Donc, un autre sujet, mais encore félicitations pour cet aspect-là. Voilà. Alors, je vois qu'on a une petite question qui rejoint celle que j'avais posée tout à l'heure, hein, de M. Gézéquel, qui dit qu'effectivement, avant la pénurie de personnel médical, en fait, il faisait cet accueil et cet accompagnement, mais qu'effectivement, c'est aujourd'hui plus compliqué. Et ça rejoint ce que j'évoquais. Donc, est-ce que effectivement, ce temps investi va supprimer la pénurie de recrutement? Voilà. Est-ce que c'est la solution ou il va falloir faire avec quand même? Alors, je ne sais pas si c'est la solution. En tous les cas, il est sûr que pour l'avoir vécu en tant qu'aide de pôle, les professionnels qui avaient un doute repartent plus vite s'il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que, bonjour, première journée, ils se retrouvent seuls derrière le chariot. Je ne suis pas sûr que le lendemain, ils reviennent, s'ils avaient un doute. Voilà, c'est juste ça. Surtout en ce moment, avec, je dirais, la possibilité d'aller voir plus vite ailleurs. Parce que pour le coup, tout le monde travaille. Donc, dans l'intégration, nos générations, j'insiste, hein, parce que génération Z, Y, c'est plus que de la sémantique, hein, c'est de la réalité. Ils n'hésitent pas à partir, même à l'autre bout de la France. Je dirais, c'est... voilà. À partir du moment où on intègre, alors ça vaut peut-être en effet de se mettre en difficulté. Alors c'est compliqué, hein, de se dire je suis à -1 dans un secteur, entre guillemets, et je mets en place un encadrement. Par contre, déjà, pouvoir ne serait-ce que dire bonjour, l'accompagner, de dire c'est pas possible, ben oui, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Pour peut-être rebondir aussi sur ce volet-là, ce qu'on a vu très nettement et qu'on avait évoqué au premier webinaire, c'est le choix des professionnels pour leur premier poste, qui est vraiment l'envie d'apprendre. Et c'est vrai qu'on l'avait abordé sous l'angle plutôt du service, c'est-à-dire le fait qu'ils vont aller plutôt dans tel ou tel service parce que là, ils ont le sentiment qu'ils vont apprendre. Donc, effectivement, peut-être que ces démarches-là, c'est aussi une manière de pouvoir exprimer aux professionnels que quel que soit le service, y compris ce que vous évoquiez sur, par exemple, le pool de remplacement, il va y avoir une manière d'apprendre et de les accompagner sur cet apprentissage. Donc, je pense que ça peut être aussi effectivement un atout pour recruter et garder, en tout cas. Alors, juste, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu les résultats également qu'on a en direct. Donc, vous êtes 77% à considérer utile pour votre établissement de travailler sur le processus d'intégration, donc dans la moyenne nationale, puisque c'était le résultat aussi qu'on a vu dans d'autres secteurs d'activité.
Et puis en matière de formation, c'est avant tout l'aspect de construction hein, de politique et de parcours d'intégration, donc le dispositif global en fait qui ressort en premier devant la question aussi de la formation des cadres et des agents pour qu'ils soient eux-mêmes monitorés. Et puis on a un intérêt aussi pour Imultiplus, à peu près une personne sur deux. Donc voilà les éléments qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, partager avec vous. Alors je regarde juste parce que ah oui non c'était une remarque de David Roussel sur apprendre et évoluer. Tout à fait, tout à fait. Bien, mais écoutez donc le prochain rendez-vous donc qui terminera ce cycle, hein, ce triptyque. Donc ce sera donc le 22 juin, donc mardi prochain à 14h, et donc on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Potier qui viendra témoigner donc de la démarche qui est mise en place en matière de qualité de vie au travail. Hein. Là aussi, on va voir des liens entre tous ces volets de démarche. Et donc, il est DRH et directeur des affaires médicales au centre hospitalier Guillaume Régnier. Donc, je pense que ce sera important aussi à chaque fois d'avoir cet éclairage-là très, très pratique et très, très concret d'établissement qui fait écho aussi à ce qu'on a pu voir dans les études. Merci à tous. Bon après-midi. Merci, merci d'être resté avec nous pendant tout ce webinaire et peut-être à bientôt.